Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, on se retrouve dans le nord de la France, à Roubaix. On va revenir ensemble sur une page importante de l'histoire de ce territoire, la folle épopée de l'industrie du textile. Dès le début des années 1900, on surnomme même Roubaix la capitale du textile. Aujourd'hui, des lieux exceptionnels témoignent de cet âge d'or. C'est l'incroyable villa Cavrois, propriété d'un riche industriel du textile. Et c'est aussi la manufacture de Roubaix, où on commence tout de suite nos découvertes avec un peu d'histoire en compagnie d'Émilie. Quelque chose me dit que c'est le plus ancien. C'est le plus ancien. Alors, c'est pas un original, c'est une reproduction qui date de la fin du 19e siècle, mais qui reproduit un métier médiéval. Donc c'est sur ce type de métier qu'on a commencé à tisser ici à Roubaix aux alentours du 10e, 11e siècle. Ah, donc on tissait déjà ici, à cette époque. On tissait déjà ici. Alors après, il faut remettre Roubaix dans le contexte. C'est plutôt un bourg avec des paysans qui vont, en fait, pendant la période baisse de l'agriculture, tisser, mais notamment pour répondre à leurs propres besoins. C'est pas encore une activité commerciale. D'accord. Donc ces métiers-là, on va plutôt les retrouver à domicile, dans un coin de la ferme. Donc ils ont des moutons, ils vont les tondre, ils vont carder, peigner, filer la laine et ils vont pouvoir tisser pour répondre à leurs besoins, vêtements, sacs de transport, etc. On passe du Moyen-Âge à très rapidement, ça avance, on voit que ça se perfectionne et surtout ça grandit. Alors ça se perfectionne parce qu'en fait, on a à Roubaix obtenu une autorisation légale de vivre de ce commerce en signant la charte des drapiers en 1469. Donc à partir du 15e siècle, on va commencer à quitter le travail à domicile, travailler plutôt dans des ateliers et les métiers vont se perfectionner pour répondre à un besoin de rentabilité qui n'existait pas auparavant. Et l'endroit où on se trouve, la manufacture, qu'est-ce que c'était à l'origine ? Alors c'est un tissage qui a été en fonctionnement en fait de 1914 jusqu'en 2008. Leur spécialité c'est plutôt la reproduction de tapisseries flamandes. Ok. Et nous on est là pour le musée dans une toute petite partie de ce qu'a été l'usine Cré. Et l'avantage, en fait, c'est que Cré nous a laissé quelques métiers à tisser qui sont encore aujourd'hui en fonctionnement. Et donc, pendant les visites guidées, les visiteurs ont des démonstrations de ces métiers. Ah, génial. Ouais. Ça, on dirait une cathédrale. Voilà, alors tous les métiers ne fonctionnent pas. Justement, celui-ci, c'est un métier qui date de 1860, qu'on ne fait plus tourner aujourd'hui pendant les visites guidées. Mais ça, ouais, c'est le métier cathédrale avec à peu près 20 000 cartes perforées qui permettent, en fait, d'ajouter au tissage le motif. Donc ces cartes perforées, elles contiennent une espèce de message, c'est ça, qui va se transformer en dessin ? C'est ça, c'est elles qui vont donner en fait toutes les informations au fil ici, ce qu'on appelle des fils de chaîne. Et en fonction des informations données par les cartes perforées, les fils vont ou non se soulever pour faire apparaître le motif lorsque les fils de chaîne vont être traversés, par ce qu'on appelle une navette qui va transporter en fait le fil de trame. Okay. Et c'est le croisement de ces fils qui va permettre le tissage. Et en fonction des informations données par les cartons, alors c'est un dispositif qui a été mis en place par Joseph-Marie Jacquard. Quand on dit un pull jacquard, c'est un pull à motif, c'est ce même jacquard. C'est ça, c'est un pull à motif dont le motif a été réalisé en même temps que le pull en fait. Roubaix, c'est vraiment resté dans la mémoire collective comme le lieu du textile. À l'époque la plus florissante, ça représentait quoi à peu près ? Alors l'apogée textile de Roubaix, c'est le début du XXe siècle. Ça représente 267 usines dans la ville de Roubaix. Ouais. On a eu jusqu'à 125 000 habitants et 100 000 travaillaient à l'intérieur d'une de ces usines. Donc on a donné à Roubaix le surnom de ville aux 1000 cheminées, tellement c'était impressionnant de voir toutes ces... Il n'y en a jamais eu 1000 en réalité, mais c'était tellement impressionnant que c'est le surnom qui a été donné à la ville. Donc des conditions par contre, parce qu'on parle d'apogée textile, d'âge d'or, mais avec des conditions de vie, de travail extrêmement pénibles. Imaginez-vous vivre dans une ville aussi polluée en fait. Avec 1000 cheminées, ouais. Non, pas vraiment. Non. Alors ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. À partir des années 60, il y a plusieurs raisons en fait. Il y a déjà la concurrence étrangère, l'arrivée des fibres synthétiques, ensuite le choc pétrolier qui va faire que petit à petit, toutes les usines vont fermer les unes après les autres.
Et en gros, celles qui vont réussir à s'en sortir sont quand même plus particulièrement les entreprises qui auront un produit avec une valeur ajoutée. Donc il y a toujours de la filature ici à Roubaix, Alors il y a mais pour des toujours produits spécifiques. du tissage. Dans la région, en tout cas, oui. À Roubaix, il reste une entreprise de tissage réel qui fait par contre des produits un peu particuliers, un peu plus techniques, ce qu'on appelle les textiles en fait innovants. La grande majorité des machines autour de nous fonctionnent encore. Et pour avoir une petite démonstration, ça se passe avec Pierre. Retraité ancien tisserand, Pierre donne aujourd'hui de son temps pour faire perdurer la mémoire du textile. Pierre, comment on apprend à se servir d'une machine comme ça? Ah, alors au départ, on arrive sur la machine et normalement il y a un ouvrier qui vous dit bon t'appuies sur le bouton et puis je vais t'apprendre comment on va faire tourner la machine. Et après, il faut faire le rentrage, il faut faire les fils en place. Enfin, il y a un tas de trucs. Et c'est ce que j'ai appris quand j'étais au centre d'apprentissage. C'était quand ça? C'était en 1954. Et pourquoi vous avez choisi ça? Parce que mon père travaillait au textile. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'écoute, j'ai rien de particulier. Il dit, viens avec moi et puis tu rentreras au tissage, tu gagneras ta fille. Donc je suis rentré, là après je suis parti au centre d'apprentissage, bien sûr. Et de là, après, je suis rentré à l'usine. Et normalement, on devait faire une semaine à l'usine, une semaine au centre. Mais le contremaître a dit non, j'ai besoin de toi ici, tu ne retournes plus au centre. J'ai dit attendez, mes bouquins ils sont là-bas. Donc j'ai eu 1 heure de permission pour aller chercher mes bouquins. Ah oui, ça s'est fait comme ça. Ah ouais. Il m'a dit voilà, après c'est fini, tu ne retournes plus là-bas. Et j'y suis jamais pu retourner. Pour faire fonctionner une machine comme ça, il fallait combien de personnes? Disons il y avait un apprentissage à peu près entre 6 et 8 mois quand même. Et alors après, on devenait autonome et on avait la machine pour nous. Une personne, ça suffisait? Oui, tout à fait. D'accord. Après, il y a eu, au départ, il y avait un tisserand pour une machine. Après, il y a eu 10 machines pour un tisserand. Là, celle-ci, 80 machines pour un tisserand. On peut voir comment ça fonctionne? Oui, bien sûr, je vais vous faire fonctionner. Alors, vous allez voir. C'est assez curieux. Vous allez voir les deux lances qui vont fonctionner en même temps et qu'elle lui donne le fil et elle s'en va de l'autre côté avec. Regardez ça si c'est pas beau. Donc il y a une pince qui s'ouvre et l'autre pince se ferme. On dirait qu'elle se parle. Ouais, c'est ça. Quand je suis avec des enfants, je dis c'est Roméo comme Juliette. C'est un peu ça, hein. On l'a évoqué avec Émilie, les conditions de vie à Roubaix à l'époque étaient pénibles, notamment à cause des usines et de la pollution. Les industriels décident alors de s'éloigner pour habiter dans la périphérie de Roubaix, plus au calme. Dans la ville de Croix, Paul Cavrois décide de se faire construire une extraordinaire villa qui porte son nom, la Villa Cavrois. Et pour visiter cette demeure exceptionnelle qu'on surnomme le Château Moderne, j'ai pris rendez-vous avec Jocelyn. C'est un architecte de la lumière qui a bâti la Villa Cavrois, Robert Mallet-Stevens. Alors là, on est dans le salon. Alors cette pièce, le salon, le hall salon, c'est vraiment la pièce centrale de la Villa Cavrois, autour de laquelle s'ordonnent finalement toutes les pièces de la maison. C'était une pièce où il faisait bon vivre, où il faisait bon lire, converser, fumer. Pièce aussi où l'on accueillait les convives à l'occasion des réceptions. On a en centre ici un volume immense, donc en double hauteur, et on a par ailleurs 2 autres espaces plus intimes, ce coin-feu plaqué de marbre de Sienne, avec ce foyer qu'encadrent 2 banquettes en maroquin à vannes. Et donc là, cette structure semi-cylindrique suggère quand même une zone plus intime, qui est propice à la détente, aux conversations entre amis. Alors, quand M. Cavrois fait construire cette maison, il en est où de sa carrière? Ça correspond à quoi dans sa vie? Alors, il l'a fait construire dans une période de prospérité, assurément, et à un moment en fait où le grand industriel, le capitaine d'industrie qui est Paul Cavrois, songe à une meilleure qualité de vie, et pour cela, donc, on va s'installer au large de l'outil de production. Sur cette colline de Beaumont, où nous sommes, à Croix, donc un peu au large des usines, comme je disais, et c'est un mouvement assez représentatif du mouvement que font de nombreux patrons de l'époque. Et si l'on s'en éloigne aussi, c'est probablement parce que l'on recherche également une meilleure qualité de vie et une plus grande tranquillité dans une période où les mouvements sociaux se font plus durs. Il y a eu à Roubaix des grèves ouvrières vraiment très sévères au cours des années 1920, avec une répression policière très forte.
Quand on arrive ici, on se dit que Paul Cavrois a peut-être voulu en mettre un peu plein la vue à ses visiteurs. Est-ce que c'est à ça qu'il pensait quand il a fait appel à Mallet Stevens? Alors, probablement, il a voulu, en passant commande à Mallet Stevens, faire une maison inhabituelle, une maison exceptionnelle même, qui impressionnerait son entourage, qui impressionnerait ses pairs industriels. C'était un architecte qui était reconnu. Pourquoi on allait le chercher? Alors, c'est un architecte parisien du courant moderniste, donc qui s'exprime dans une veine qui est très nouvelle pour l'époque, en privilégiant toujours la pureté, l'expression des lignes claires, des surfaces unies, et qui ici va travailler pour véritablement réaliser une œuvre complète, une œuvre d'art totale, puisque non seulement il dessine la maison, mais il conçoit les décors, il dessine le mobilier, les jardins sont aussi son œuvre. Il y avait un petit peu d'espace pour se faire beau. Il y avait un peu d'espace, c'est moins qu'on puisse dire, puisque cette salle de bain fait près de 50 mètres carrés quand même de surface, avec deux parties nettement distinctes. Une zone humide, où l'on trouve... Tout en marbre. Tout en marbre de Carrare, d'un blanc éclatant. On y trouve la baignoire et on y trouve cette douche immense tapissée d'émaux de brillard et pourvue de jets latéraux. Oui, on pouvait prendre une douche à 4 ou 5 là facilement. On aurait pu, effectivement. Et côté zone sèche, où nous nous situons, il s'agissait là de se faire une beauté. Donc c'est la zone vraiment dévolue aux soins de beauté. On y trouve deux lavabos, également en marbre de Carrare, l'un pour Paul Cavrois, l'autre pour Lucie. Tout est immaculé. Est-ce que ça a toujours été dans cet état-là? Parce que ça a réouvert il n'y a pas très longtemps. Oui, ça a réouvert en juin 2015, après une longue période de restauration. Donc il faut dire que la Villa Cavrois a connu quand même bien des tribulations. Elle a été littéralement abandonnée, squattée, dégradée pendant les années 1990, qui ont été des années très dures pour l'édifice. Et il a fallu finalement l'engagement d'une association de sauvegarde et puis le rachat par l'État en 2001 pour entreprendre une restauration qui a consisté à la restituer selon l'état dans lequel Mallet Stevens l'a livrée à son commanditaire, Paul Cavrois, en 1932. Voilà, une restauration qui a duré pas moins de 12 ans. 12 ans de restauration pour un résultat incroyable. Évidemment, nous n'avons pas assez d'une seule émission pour vous montrer toutes les pièces de cette villa. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir les autres moments de la visite avec Jocelyn sur notre site internet terredefrance.tv. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres.